L'horreur a un commencement, toujours. Pour le Rwanda, en 1994, on parle de 800 000 morts, en à peine 100 jours. Mais la véritable question, celle qui hante encore aujourd'hui, c'est de savoir qui a vraiment planté les graines de ce massacre. Où est-ce que cette histoire commence vraiment? Oubliez un instant les débats d'experts. Cette question, c'est une blessure à vif. Est-ce que le poison était déjà là, dans la terre rwandaise depuis des siècles? Ou bien est-ce que le colonisateur est arrivé avec dans ses bagages, l'a injecté dans les veines de la société et a simplement regardé le corps se dévorer de l'intérieur? C'est un véritable champ de bataille pour la vérité. Alors regardons la scène du crime. Deux versions s'affrontent et elles sont totalement incompatibles. D'un côté, la thèse A. Le Rwanda était une poudrière, le colonisateur n'a fait que craquer l'allumette. De l'autre, la thèse B. Le Rwanda était une société complexe et le colonisateur y a déversé le poison de la race, créant de toutes pièces les bourreaux et les victimes de demain. Bon, pour essayer de démêler cet écheveau sanglant, on va remonter le temps. D'abord, on se penche sur le Rwanda d'avant. Ensuite, on verra l'arrivée des Belges et leur science complètement folle des races. Puis, on suivra la descente aux enfers jusqu'à l'explosion de 94. Et à la fin, on se posera la question qui fâche, qui est le vrai responsable? Première étape, l'origine de la haine. Parce qu'avant de tuer son voisin, il faut apprendre à le haïr. D'où vient ce venin? Allez, on rembobine. Loin, bien avant l'arrivée du premier homme blanc. Comment vivait-on au Rwanda? Est-ce que c'était un système de caste aussi rigide qu'en Inde, où l'on naît et meurt Tutsi ou Hutu, point final? Ou est-ce que c'était juste une hiérarchie sociale où un paysan pouvait, à force de travail, devenir un notable? La réponse à ça, c'est la clé de tout le drame. La première thèse, elle est radicale. Elle dépeint une société déjà complètement fracturée. On oublie l'image de catégories sociales qui peuvent changer. Non, là on parle d'une hiérarchie de caste, perçue comme aussi définitive que le sexe. Au sommet, l'aristocratie des pasteurs Tutsi, qui détient le pouvoir. Et à la base, la masse des agriculteurs Hutu. Et attention, ce n'était pas juste une histoire de vaches ou de terre, pas du tout. Il y avait une vraie idéologie aristocratique Tutsi. Des codes, des valeurs, et même un look idéal. Grand, fin, le nez droit. Une conscience de soi, une fierté identitaire gravée dans les esprits, bien avant que le premier Belge ne pose le pied dans le pays. Et là, l'argument massu, la preuve ultime selon cette thèse. Pour atteindre cet idéal de beauté, on allait jusqu'à déformer le crâne des nouveau-nés de l'élite. On parle bien de modeler le corps de ses propres enfants pour marquer sa supériorité. Alors après ça, comment peut-on encore parler de catégorie sociale fluide? Mais attendez, le camp d'en face a une lecture complètement différente. Eux, ils ne disent pas que c'était le monde des bisounours. Bien sûr qu'il y avait une hiérarchie, mais une hiérarchie de classe, pas de race. Un Hutu particulièrement riche ou méritant pouvait devenir Tutsi. La porte n'était peut-être pas grande ouverte, mais elle n'était pas cadenassée par la biologie. C'est ça la différence fondamentale. Et puis, le colonisateur belge débarque, et avec lui, ses obsessions, ses préjugés et ses théories fumeuses. C'est là que l'histoire prend un virage mortel. Pour comprendre le désastre, il faut comprendre l'outil intellectuel des Belges, la théorie hamitique. Accrochez-vous, c'est du lourd. Une pseudo-science raciste qui prétend qu'une race supérieure, venue d'ailleurs, les Hamites, a apporté la civilisation aux pauvres sauvages africains. C'est avec cette grille de lecture complètement délirante qu'ils vont regarder le Rwanda. Et tout réinventé. Le mécanisme est d'une simplicité diabolique. D'abord, on observe. Tiens, il y a une élite. Ensuite, on interprète avec ses propres délires. Ah, mais oui, ce sont nos fameux Hamites supérieurs. Et enfin, l'étape fatale, on solidifie. On transforme des classes sociales en races, on grave dans la pierre ce qui était mouvant. C'est ça, le péché originel, l'invention de l'ennemi. Le tournant, le moment où l'identité devient une cage, c'est 1932. L'administration belge impose une carte d'identité qui mentionne l'ethnie. Hutu, Tutsi, toi. C'est la fin de toute fluidité. Une catégorie sociale est gravée dans le marbre de l'État. Le destin est scellé par la naissance. Pour beaucoup, c'est cette carte, l'arme du crime, plus mortelle qu'une machette. Maintenant que les catégories sont fixées et que la haine est légitimée par l'État, la machine infernale est en marche. Et elle ne s'arrêtera plus, plus jamais, jusqu'au bain de sang final. Cette chronologie, elle est glaçante. En 1959, les Belges, dans un retournement d'une rare hypocrisie, lâchent l'élite Tutsi et soutiennent la majorité Hutu. C'est ce qui allume la mèche des premiers massacres. 30 ans plus tard, en 90, les descendants des exilés Tutsi reviennent en armes. C'est le début d'une guerre civile qui va traumatiser le pays
et servir de prétexte parfait à la propagande génocidaire. Et pendant que le pays brûle, que font les grandes puissances? Eh bien, elles jouent aux échecs sur un tapis de cadavres. Le Rwanda devient leur terrain de jeu. D'un côté, la France, qui arme et soutient le régime Hutu jusqu'au bout pour sauver sa sphère d'influence. De l'autre, les Américains, qui poussent leurs pions du FPR via l'Ouganda. Le sort de millions de Rwandais, un simple détail dans leurs calculs géopolitiques sordides. Et au milieu de ce jeu cynique, le scandale international absolu, l'échec de l'ONU. Le général Dallaire, qui est sur place, alerte sa hiérarchie. Le désastre est imminent. Réponse ? On lui ordonne de ne pas bouger. Ce n'est pas juste un échec, c'est une indifférence criminelle. Une lâcheté qui va laisser le champ libre aux assassins. Alors, comment on conclut? On est de retour au point de départ, mais avec une vision, je pense, plus claire des deux grands récits qui s'affrontent pour définir cette tragédie. D'un côté, l'idée que le terrain était déjà enflammable. Les structures sociales rwandaises anciennes étaient la poudrière. Les interventions extérieures n'ont fait qu'allumer la mèche. De l'autre, la conviction que la cause fondamentale est et reste la manipulation coloniale, qui a transformé des voisins en ennemis mortels en leur inventant des races irréconciliables. Alors, poison local ou virus importé? La question reste ouverte. Et elle est terrifiante, parce qu'elle nous montre que l'histoire, ce n'est pas une science morte dans les livres, non, c'est une arme chargée et pointée sur le présent. Et quand l'histoire devient une arme, la vraie question n'est pas de savoir qui a raison, mais qui aura le pouvoir d'écrire la version qui justifiera le prochain massacre.